Bonjour, on continue notre révision pour l'examen de laboratoire. Fait qu'ici, ce qu'on va réviser, c'est les différentes techniques de calcul d'incertitude. On a la méthode différentielle, la méthode des extrêmes. Je sais que ça fait longtemps qu'on fait ça. Vous faites ça, je pense, depuis votre première session au cégep, mais si c'est pas encore 100% maîtrisé, c'est le temps. Fait qu'on regarde ça ensemble. Situation numéro 1. Fait que voilà la situation numéro 1. On veut calculer le paramètre alpha et son incertitude. Fait qu'on a une formule pour calculer alpha, on a un paquet d'informations qui sont données ici, dans le fond les valeurs des paramètres, puis on a un alpha de référence ou un alpha théorique avec lequel on va comparer notre valeur expérimentale après coup. Ici, premièrement, je veux juste identifier quelle méthode je veux utiliser. Quand je regarde la formule pour mon alpha, je vois que les seules opérations mathématiques qui se trouvent ici, c'est des multiplications, division, addition, soustraction, mais il n'y a pas de soustraction, mais c'est ce genre d'opération mathématique-là. Ça veut dire que je vais utiliser la méthode différentielle ou la méthode des règles simples. Quand je peux l'appliquer, je l'applique. Fait qu'ici, il n'y a pas de cos, sin, tan, il n'y a pas d'exponentielle ou de logarithme. J'ai pas besoin de la méthode des extrêmes, j'applique la méthode différentielle. Je vais calculer deux incertitudes différentes. Je vais devoir calculer l'incertitude du... Tu sais, ici, j'ai une somme. Fait que je vais devoir faire l'incertitude du terme de gauche, l'incertitude absolue, plus l'incertitude du terme de droite. Pour l'incertitude du terme de gauche, vu que j'ai une division, je vais devoir additionner les incertitudes relatives de bêta et de delta, puis multiplier par le résultat de la division. C'est parti! Et voilà, j'ai ma formule pour faire le calcul. Il me reste juste à remplacer les chiffres, calculer le delta A, alpha. Voilà, j'ai trouvé mon incertitude sur alpha et la valeur de alpha. La seule étape qui me reste à faire, c'est de l'arrondir correctement. Fait que pour l'arrondir correctement, je commence par regarder l'incertitude sur alpha qui est 2.904. 2.904, ça veut dire que j'ai deux options parce que l'incertitude commence par un 2. Si l'incertitude commence par un 1 ou par un 2, j'ai le choix d'arrondir à un seul chiffre significatif. Dans ce cas-ci, ça serait 3, ou de garder deux chiffres significatifs. Dans ce cas-ci, ça serait 2.9. Ça me tente de faire le choix de garder 2.9. Fait que mon incertitude va être 2.9. 2.9, ça a un chiffre après la virgule. Donc, la valeur de alpha, 12.707, je vais l'arrondir pour qu'elle ait aussi un chiffre après la virgule. Donc, je vais enlever ce qui est ici. Quand j'arrondis avec le 0, ben, ça reste 12.7. Donc, voici ma réponse. Je veux juste mentionner rapidement que si j'avais fait le choix de prendre une incertitude de plus ou moins 3 en arrondissant avec un seul chiffre significatif pour mon incertitude, dans ce cas-là, la réponse de alpha que j'aurais mis devrait avoir 0 chiffre après la virgule. Donc je devrais arrondir ici, puis la réponse serait 13 plus ou moins 3. C'est aussi une autre réponse possible en faisant le choix de garder un seul chiffre significatif pour mon incertitude. Maintenant, ce que je dois faire, c'est comparer ça avec ma valeur de référence pour savoir si, oui ou non, mon résultat concorde. Pour faire ça, je dois calculer l'écart entre la valeur expérimentale, appelons-la EXP, et la valeur de référence ou la valeur théorique qui est indiquée en jaune ici. L'écart, c'est simplement la soustraction entre les deux, en valeur absolue pour ne pas avoir à se préoccuper de qui est plus grand, qui est plus petit. Puis l'incertitude sur l'écart, c'est simplement la somme des deux incertitudes. Je vais écrire mon équation au complet, faire mon calcul et tirer ma conclusion. Quand je vais présenter la valeur de l'écart, je dois aussi faire attention à arrondir correctement l'incertitude et le chiffre. Fait que là, je regarde qu'est-ce que ça donne comme incertitude pour l'écart. Je commence toujours par arrondir l'incertitude. Incertitude de 3.7. 3.7, ça a deux chiffres significatifs. Ça commence par un 3. Je vais devoir arrondir pour garder juste un chiffre significatif. Ici, j'ai pas d'option. Fait que ça me fait une incertitude de plus ou moins 4. 4, ça n'a aucun chiffre après la virgule. Ça veut dire que l'écart, je dois l'arrondir pour qu'il n'y ait aucun chiffre après la virgule, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc mon écart est de 1
plus ou moins 4. Ça veut dire que l'écart entre ma valeur de référence puis ma valeur expérimentale est quelque part entre 5 et moins 3. Quelque part entre 5 et moins 3, il y a mon chiffre préféré, 0. 0, c'est l'écart comme de rêve, c'est l'écart qu'on veut. Puis tant que 0 fait partie des écarts possibles et dans la plage de l'écart moins son incertitude puis l'écart plus son incertitude, ça veut dire que le laboratoire concorde. Donc tant que l'écart est plus petit que son incertitude, je vais le vérifier en haut ici. Fait que est-ce que l'écart est plus petit que l'incertitude, plus petit ou égal que l'incertitude sur l'écart une fois arrondi? Ben oui, parce que l'écart c'est 1, puis l'incertitude sur l'écart c'est 4. Donc, ce laboratoire, on peut dire qu'il concorde et on est content. Voilà, c'est tout pour la situation numéro 1. Fait que là, j'ai non seulement fait la situation, mais aussi un résumé des explications qui vont avec. Pour les situations 2 et 3, je vais aller un petit peu plus vite. Pour la prochaine, on va utiliser la méthode des extrêmes, fait que je vais le réexpliquer un peu, mais je ne vais pas réexpliquer à chaque fois le principe de la concordance puis tout ça. Donc, regardons la situation 2. Voici la situation numéro 2. Donc, je vais commencer par regarder le calcul que je dois faire, le alpha. Puis ici, j'identifie tout de suite qu'il y a la présence non seulement d'un cosinus, mais aussi d'une fonction e à la variable, e à la lambda, une exponentielle. Donc, je ne pourrais pas utiliser la méthode des règles différentielles parce que je n'ai pas de règles différentielles pour ces deux situations-là. Je vais plutôt utiliser la méthode des extrêmes. Quand j'utilise la méthode des extrêmes, je vais devoir utiliser la méthode des extrêmes à la fois pour calculer l'incertitude, mais aussi pour calculer la valeur de alpha. Je vais devoir calculer mon alpha max et mon alpha min. Dans chacune des situations, je vais devoir prendre chacune des variables, puis soit additionner son incertitude ou soustraire son incertitude pour avoir, mettons, au total le lambda, le alpha maximum. Je vais commencer par juste m'écrire l'équation, puis je vais me laisser un espace pour choisir à chaque fois si je devrais mettre plutôt le plus ou le moins pour chacun des signes. C'est parti! Et voilà, mes formules sont écrites. Fait qu'il me reste à choisir 3 signes, plus ou moins chacun des endroits. Je remarque un petit truc que j'ai puis que je trouve qui est vraiment prudent, c'est de toujours mettre une parenthèse quand je vais remplacer une variable par lambda avec un plus ou un moins delta lambda. La présence de la parenthèse, c'est juste ça pour nous aider à ne pas oublier, par exemple, s'il y a une constante ou un moins, qu'il faut le distribuer sur la parenthèse pour que ça fonctionne correctement. Fait que c'est prudent de remplacer toujours avec la parenthèse. Donc maintenant, je veux le alpha maximum. Ici, je vois que globalement, la structure de mon équation, c'est une soustraction. J'ai un premier terme moins un deuxième terme. Donc, j'aimerais que ce premier terme soit grand et que ce deuxième terme soit petit pour que le résultat de la soustraction soit maximum. Commençons par regarder le premier terme. Le premier terme, c'est une division. Pour avoir un grand résultat à la division, il faut que le numérateur soit grand et que le dénominateur soit petit. Pour que le dénominateur soit le plus petit possible, c'est simple, le delta, je regarde, le delta c'est une valeur positive, 1.1. La valeur la plus petite possible, ça serait moins l'incertitude, fait que je vais mettre un négatif ici. Ça va faire 1.1 moins 0,1. 1, ça va être le plus petit dénominateur possible. Pour que le numérateur soit très grand. Ici, j'ai une fonction cosinus. La fonction cosinus de 0, ça donne 1. Puis au fur et à mesure que l'angle augmente, la fonction cosinus va être décroissante. Fait que si je trace un graphique de la fonction cosinus, le graphique commence comme ça, puis il va aller en décroissant pour faire quelque chose comme ça. Fait que plus mon angle ici va être grand, plus la fonction cosinus va être petite. Si mon angle est plus petit, la fonction cosinus va être plus grande. Ok, si vous ne voulez pas avoir à redessiner les dessins des fonctions puis tout ça, vous avez une calculatrice, vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez calculer cosinus de 1.19, calculer le cosinus de 1.11, puis juste regarder lequel des deux est plus grand. Ok, comme ça, si vous avez une fonction cosinus moins 1 ou arctan, ou une fonction comme complexe, puis que vous ne savez pas si sur cette plage de données-là, la fonction est croissante ou décroissante, calculez-le,
puis choisissez le plus gros ou le plus petit, dépendamment de ce que vous avez besoin. Moi, j'ai besoin que le résultat du numérateur soit grand, puis je sais que pour que le résultat du numérateur soit grand, il faut que l'angle dans le cosinus soit petit. Donc, je vais mettre moins le delta B. Calculez-le, vous allez voir cosinus de 1.11 radian, c'est plus grand que cosinus de 1.19 radian. Finalement, j'ai une fonction exponentielle. Ça, je voudrais que ça soit petit. Ça, c'est e exposant moins quelque chose. Le graphique de cette fonction-là nous donne une exponentielle décroissante. Ça fait quelque chose comme ça. E à la 0, c'est 1, puis ça fait une fonction qui décroît asymptotiquement. Fait que plus le lambda va être grand, plus le résultat va être petit. Moi, je veux un résultat qui est très petit pour avoir mon maximum. Pour avoir un résultat qui est petit, je vais mettre un plus. Comme ça va faire un grand exposant. Ça va faire un petit résultat à la fonction. Encore une fois, si vous voulez, calculez-le. Prenez votre 0.75, votre 0.69, mettez-le là-dedans, puis comparez lequel donne un plus grand ou un plus petit résultat. Fait que voilà, j'ai trouvé mes signes pour calculer mon alpha maximum. Je peux tout de suite mentionner, je sais effacer mes graphiques, mais je vais quand même tout de suite mentionner que un coup qu'on a trouvé nos signes pour le alpha maximum, ben automatiquement, tous ces signes-là vont devoir être inversés pour le alpha minimum. Fait que j'ai pas besoin de refaire tout le raisonnement. J'avais moins, moins, plus, ben je vais mettre plus, plus, moins. Ça garantit que je vais trouver le alpha minimum. Fait que maintenant, ben, je vais remplacer les valeurs dans ces deux équations-là, trouver la réponse pour le alpha max et le alpha min. Et voilà, j'ai presque terminé. Ici, remarquez, j'ai pas mis des unités sur les chiffres, mais j'ai juste fait attention d'écrire rad, rad. La seule raison à ça, c'est parce que je veux me souvenir de faire mon cosinus en radian, pas en degrés, sur ma calculatrice. Autre commentaire, ça c'est vraiment un commentaire au niveau de comment moi je vais corriger vos examens de laboratoire. Je veux qu'il soit écrit 1.15 moins 0.4. Je veux vraiment voir que vous avez fait la soustraction. Écrivez-moi pas juste 1.11 ici. J'aimerais ça voir la soustraction à chaque endroit, voir si vous avez dans le fond choisi le signe approprié. Fait que maintenant j'ai mon alpha max et mon alpha minimum. Je vais être capable de calculer la valeur du alpha moyen et la valeur du alpha, ben, l'incertitude, le delta alpha. Je vais commencer avec l'incertitude, comme ça je vais pouvoir arrondir correctement ma réponse. Et voilà, on a calculé notre incertitude sur alpha ainsi que notre alpha moyen. On est prêt à arrondir, à présenter notre résultat final et à dire si ça concorde avec la valeur de référence ou non. Fait que je regarde mon incertitude. Encore une fois, mon incertitude commence par un 2. Ça veut dire que j'ai le choix de garder un ou deux chiffres significatifs. Je vais choisir d'en garder deux. Donc mon alpha que j'obtiens expérimental va être égal à quelque chose plus ou moins 0.28. Puisque j'ai deux chiffres après la virgule dans mon incertitude arrondie, je vais aussi garder deux chiffres après la virgule pour mon résultat. 1.02. Voilà mon résultat final. Il me reste à comparer ça avec ma valeur de référence qui était donnée ici. 2.04. Encore une fois, je vais faire ça en calculant l'écart, l'incertitude sur l'écart. Pour présenter mon écart final, j'arrondis l'incertitude à un chiffre significatif. Et puisque ça a un chiffre après la virgule, je vais aussi arrondir l'écart à un chiffre après la virgule. Fait que pour garder juste un chiffre après la virgule, j'arrondis ici et ça me donne 1.0.
1.0 plus ou moins 0.7. Ça veut dire que mon écart se situe quelque part entre 0,3 et 1.7. Cet intervalle-là n'inclut pas la valeur 0, donc le résultat est non concordant. Je peux aussi dire que mon écart je peux conclure en disant que mon écart est plus grand que l'incertitude sur l'écart, donc le résultat est non concordant. Si je faisais un diagramme de comparaison linéaire avec mes deux valeurs, ma valeur de référence, puis ma valeur expérimentale, puis leur incertitude, il n'y aurait pas de plage où est-ce que les deux se chevauchent. C'est toutes des façons différentes de dire la même affaire. Il y aurait juste la situation numéro 3 à regarder, puis dans celle-là, on a juste des calculs, j'ai pas mal tout expliqué ce qu'on avait à expliquer. Nous voici dans la troisième et dernière situation pour l'incertitude. Donc on a encore une formule de alpha. Quand je la regarde, je vois qu'il y a des divisions, des multiplications, des puissances. Je suis tout capable de faire ça avec la méthode différentielle, donc c'est ce que je vais faire. Ici, je remarque que j'ai comme une seule division d'un paquet de termes qui sont multipliés et qui ont des puissances. Fait qu'il va falloir que j'additionne l'incertitude relative de mes trois variables, bêta, delta et lambda. Puis vu que mon bêta est à la 3, c'est comme si j'avais bêta fois bêta fois bêta. Donc, je vais devoir faire 3 fois l'incertitude relative de bêta, puis je vais devoir faire une demi fois l'incertitude relative de lambda, puisque c'est exposant une demi, c'est racine carrée. J'oublie pas de tout mettre ça en valeur absolue, ce qui est important parce qu'ici, je remarque que mon bêta, c'est un chiffre négatif. Quand je vais faire delta bêta sur bêta, il faut que je mette une valeur absolue pour me rappeler de ne pas inclure le moins qui est ici. Sinon, ça aurait comme une contribution négative à l'incertitude. Ça viendrait baisser l'incertitude, ce qui n'a aucun sens. Donc, c'est parti. Et voilà, j'ai le alpha, l'incertitude sur le alpha. Faut pas oublier de mettre l'incertitude ici aussi. Tu sais, ça devrait jamais donner un résultat négatif, une incertitude. Ça n'a pas de sens, une incertitude négative. Toujours un chiffre positif. Fait que des valeurs absolues partout et valeur absolue sur la réponse ici. Fait que j'ai enlevé le moins, puis je l'ai mis positif. Fait que maintenant, je vais arrondir tout ça. Fait qu'ici, je vais vouloir garder un seul chiffre significatif parce que ça commence par un 4. Donc, la valeur de mon alpha expérimental, ça va être quelque chose plus ou moins 0.5. Un chiffre après la virgule, donc ici je vais garder un chiffre après la virgule, j'arrondis, moins 3.2. Et voilà. Ça avait une valeur de référence. La dernière étape, c'est de regarder si ça concorde. Et voilà, on a terminé. Donc, on a trouvé l'écart entre les deux avec une valeur absolue, fait que ça fait 0.28. L'incertitude sur l'écart, c'est la somme des deux incertitudes. Quand je l'ai rendu à un chiffre, il me reste juste 0.5. Puis 0.3, c'est plus petit que 0.5, donc l'écart est plus petit que son incertitude. Ça veut dire que ça concorde. C'est tout pour ces exemples de révision sur les calculs d'incertitude. Fait que j'espère que s'il restait des petites difficultés par rapport à ça, vous les avez adressées, puis maintenant, tout va bien. Ça va bien aller pour l'examen de laboratoire. C'est tout.